Démarrez dans un instant, installez-vous avec cette nouvelle table ronde. On vous laissera un petit temps également, comme pour les précédentes, un petit temps en fin de présentation pour vos éventuelles questions. Alors, je commence mon tour de table avec Jean-Philippe Thierry. Vous êtes directeur innovation et industrie du futur au sein de France Industrie. Vous êtes donc une fédération, c'est ça, d'industriels? Quelques mots? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Déjà, merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être présent ici aujourd'hui avec vous. Alors, France Industrie, effectivement, c'est bien de rappeler d'où on parle. Ouais. France Industrie, on a une organisation professionnelle. On est l'organisation qui est celle qui représente l'industrie en France. Donc, quand on ne nous connaît pas, j'ai tendance à dire on est le MEDEF de l'industrie. Si mon président m'entendait, je pense qu'il me tirerait un peu l'oreille. Mais vous savez que c'est enregistré que ah mince. Dans le principe, c'est à peu près ça. En fait, on est la voix de l'industrie en France auprès des grands décideurs publics et privés. Donc les grands décideurs publics, c'est quoi? C'est le gouvernement, les cabinets ministériels, le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, les administrations centrales, les grands opérateurs de l'État comme BPI France ou la French Tech. Voilà, on est vraiment la voix de l'industrie auprès de ces acteurs. Pour défendre les intérêts, faire remonter également lorsqu'il y a des préoccupations, des choses comme ça auprès de... Alors c'est oui, défendre les intérêts, c'est surtout prendre position en fait. Sur tout un tas de sujets, donc ça peut être la fiscalité d'entreprise, ça peut être la décarbonation, les compétences, la formation, les prix de l'énergie. En ce moment, on en parle quand même pas mal. France Industrie a été au cœur des négociations ces dernières semaines, justement pour poser à la table des débats le point de vue de l'industrie, mais aussi sur les sujets de numérisation des entreprises et de décarbonation. Merci. Sylvain Pénaud, donc vous c'est Vercor, et vous pour le coup vous avez un projet d'industrialisation à grande échelle, vous en dites quelques mots? Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis donc un des cofondateurs de Vercor et le directeur du site de Dunkerque, qui est donc le lieu de la Gigafactory. Donc comme son nom l'indique, c'est Giga et Factory. C'est gigantesque. Donc on démarre la construction d'une cathédrale à Bourbourg pour un projet qui va représenter plus de 100 000 m², donc 10 hectares de bâtiments, 1,5 milliard d'investissement, mais on en reparlera en détail. Gros enjeu économique pour la région. Xavier Bourrat, directeur régional Hauts-de-France, Total Énergie, s'il fallait le présenter. Acteur de l'énergie. Alors acteur de l'énergie, mais pas que. On a beaucoup d'activités dans les Hauts-de-France. Je vous en cite quelques-unes un peu au hasard, aucun lien entre elles. À Pont-sur-Sambre, on a alors pour le coup de l'énergie, on a une des plus grandes centrales de production d'électricité à gaz de France. À Dunkerque, donc sur le site de l'ancienne raffinerie, nous avons le plus grand site de stockage d'électricité de France, par batterie. Donc imaginez des containers maritimes, enfin une trentaine de stockage d'électricité. D'autres activités de recyclage de plastique, notamment dans le Pas-de-Calais. Et de façon plus anecdotique et plus pour sourire, pas très loin d'ici, à Roubaix, nous fabriquons les boules du loto, que vous voyez tous les jours. Ah oui, monsieur Hutchinson, c'est ça? Exactement. À Roubaix, notre filiale Hutchinson est le plus gros site qu'on ait dans la région, à Amiens. Donc ils fabriquent des joints notamment, donc pour ceux qui prennent le TGV ou l'avion régulièrement, tous les joints des portes et des fenêtres que vous voyez sur les Airbus sont fabriqués par Total Energy. Ouais. Alors il aurait dû être avec nous, je ne pense pas que ce soit à cause des joints du TGV, mais plus parce qu'il y a eu un problème de train. C'est David Glizer que nous excusons et qui nous rejoindra peut-être en cours de séance d'ArcelorMittal, qui devait être avec nous également ce matin, qui est excusé puisqu'il est bloqué dans le train. C'est drôle que vous parliez du coup des joints du TGV. La décarbonation et la digitalisation, on va essayer de faire un parallèle là dans les 30 prochaines minutes et de voir comment justement quand les industriels, les groupes industriels que vous représentez chacun à votre manière, se digitalisent et se tournent d'une certaine manière vers l'innovation. Est-ce qu'on va plus vite? Ce sera ma première question. Et comment vers cet objectif de décarbonation? Je vais vous proposer, Monsieur Bourrat, peut-être de commencer.
Aujourd'hui, la digitalisation, ça fait partie, alors contraint ou forcé, la question n'est pas là, mais ça. C'est plus un sujet. C'est plus un sujet, ça fait vraiment partie de notre business. On est une vieille entreprise, on fête nos 100 ans l'année prochaine, donc on est vraiment dans l'all business, mais on change. Hein. Vous avez vu, on a changé de nom, on a changé de logo. Ça traduit une vraie transformation de notre entreprise. Vers la production d'énergie décarbonée, vers la production de batteries également, le stockage d'électricité. Enfin bref, nous sommes en train de devenir un des plus gros électriciens du monde. Hein, juste un chiffre, hein, nous investissons 5 milliards de dollars par an dans les énergies décarbonées. Et ça passe par une digitalisation parce que ce sont des nouveaux métiers pour nous. Donc nous allons chercher les compétences là où elles sont. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu de pérennité. De l'entreprise elle-même qui est française, rappelons-le. Et justement, est-ce que cette digitalisation elle est venue accélérer ce principe de décarbonation? Oui, complètement. On le voit dans tous nos business. Si je prends un exemple de la charge électrique des véhicules, hein, aujourd'hui on a un peu plus de 35 000 bornes en activité en France. Et là, c'est un métier qui a leur certes physique à la fin, puisqu'on branche une voiture. Mais tout le back-office digital est capital pour nous. Et c'est ce qui nous permet justement d'évoluer sur ce marché à vitesse grand V. Jean-Philippe, au titre de France Industrie et l'interlocuteur des industriels, je vous voyais un peu dodeliner lorsque j'ai dit c'est plus un sujet, c'est qu'il sous-entendait que c'était plutôt au cœur, maintenant tellement au cœur de la réflexion et de tout nouveau projet que ça devient presque plus un sujet, c'est central en fait. Non, mais en fait, tout dépend de la typologie d'entreprise dont on parle. Ouais. Mais j'y reviendrai dans quelques instants, mais sur le sujet de la décarbonation et de la réindustrialisation, parce que pour moi, la digitalisation, c'est une des composantes de la réindustrialisation. Faut bien comprendre une chose, mais je pense que vous en êtes à peu près tous convaincus, c'est que la réindustrialisation et la décarbonation, en fait, ne se feront pas l'un sans l'autre. On a l'habitude de dire ce sont les deux faces d'une même pièce. Pourquoi ? Tout simplement parce que réindustrialiser comme on a industrialisé il y a 50 ou 100 ans, c'est plus réaliste. Avec le textile, etc. Tout ça, c'est... Exactement. Et je ne parle pas forcément de relocalisation, hein, et ce qui est encore un autre sujet. Hein, mais de toute façon, faire revenir des activités en France qu'on a délocalisées à une époque, on ne le fera pas pareil. Donc si on le fait différemment avec de l'innovation, de la digitalisation, etc. Et puis, du principe même, c'est que les industriels, en fait, sont pour la décarbonation. En fait, construire des nouvelles usines, investir en France, se fait aussi dans une logique en intégrant directement ces données de décarbonation. Donc on ne refera pas l'industrie comme avant, et de toute façon, on est dans cette trajectoire. Donc ça, c'est un premier aspect des choses. L'autre, c'est que, en fait, pour décarboner l'ensemble de notre économie, on a besoin de l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'industrie qui va produire des batteries, c'est l'industrie qui va produire des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, qui va faire des carburants durables, qui va faire même, sans parler de technologies de rupture, des vélos pour la mobilité douce. En fait, tout ça, ça vient de l'industrie, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que les deux sont pleinement liés. Alors, cela étant dit, pourquoi j'étais pas, je dodelinais un peu de la tête, c'est que la digitalisation, elle n'est pas forcément naturelle pour tous les types d'entreprises. C'est peut-être vrai pour des grandes entreprises qui ont des ressources humaines, financières. On pourrait imaginer que c'est plus compliqué parce que l'inertie est aussi plus importante. Alors en fait, chaque type d'entreprise, non, mais c'est vrai ce que vous dites. Chaque type d'entreprise a des contraintes et des avantages. En fait, pour une grande entreprise, elle a un système d'information installé depuis de nombreuses années, parfois qui s'appuie sur différents outils. Donc unifier tout ça, avancer dans la digitalisation de tout ça, c'est un peu plus complexe. Et ce qu'on voit chez les TPE ou les PME, par exemple, il y a d'autres freins. En fait, c'est les ressources financières pour investir dans la digitalisation, et puis les compétences, et aussi l'accès à l'information. C'est-à-dire que pour une grande entreprise, si c'est relativement facile d'avoir de la veille, se renseigner sur les technos,
plus ou moins en rupture qui existent pour aller vers l'industrie du futur, pour amener son outil productif vers l'industrie du futur. Le chef d'entreprise d'une PME de 20 personnes dans le Loiret, l'accès à cette information, à ce savoir, il est un peu moins évident. Donc c'est pour ça que je dis que je donnais un peu la tête, c'est que en fait, pour certaines entreprises, on est encore un peu en retard. Justement, Sylvain, vous qui êtes en train d'implanter cette fameuse méga giga factory à Dunkerque. En fait, nous, on ne s'est pas tourné vers le digital. Paradoxalement, Verkor va produire des batteries, donc il y a un peu d'électrochimie là-dedans. Néanmoins, je considère Verkor comme une société du digital, parce que le challenge que nous avons, c'est de produire des batteries et de les rendre compétitives en les fabriquant en France, en les faisant les plus bas carbone possibles. C'est l'enjeu de Verkor. Mais la digitalisation était au cœur de la création de Verkor, qu'on a créé il y a un peu plus de 3 ans seulement. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une usine la plus performante au monde en termes de production et en termes de rendement de fabrication, donc en termes de coûts et en termes de compétitivité. Donc ce sujet de digitalisation, on l'a pris vraiment dès le départ. Et je dirais que l'équipe digitale de Verkor, elle est aussi importante que l'équipe process ou que l'équipe produit. Parce que l'innovation était déjà là dès le départ. Est déjà. Et pour faire peut-être la transition, parce qu'on a parlé, de la digitalisation de façon transversale, David qui vient de nous rejoindre pourra le témoigner, c'est qu'on ne fait pas tout à fait le même métier avec ArcelorMittal. Néanmoins, on s'est associé avec l'initiative Digital Lab d'ArcelorMittal, parce qu'il y a des sujets, il y a des synergies sur ces aspects de digitalisation qui sont en dehors des différents métiers, qui sont quand même des métiers très différents entre fabriquer de l'acier ou fabriquer des batteries. Eh ben, il va nous rejoindre justement, David Gligian. On a son introduction. Merci beaucoup, ArcelorMittal. Je vous propose de l'applaudir. Tiens, voilà, ça met un peu d'énergie dans la salle aussi. Merci. Vous étiez bloqué dans le train, c'est ça, à cause des joints de Xavier. Alors, pas que, mais j'ai pris le transport le plus écologique. Donc, vous voyez, c'est pour ça que sur un sujet de ce type-là, ça montre aussi toute l'importance de travailler industrie, écologie. Mais là, en l'occurrence, je suis un petit peu en retard. Je vous prie de m'excuser à tous et tous. Alors, justement, je vous propose, on venait juste de démarrer sur cette question de la décarbonation, puisque c'est le sujet central de cette table ronde. Est-ce que quand, on se pose la question, est-ce que quand les groupes industriels se digitalisent et se tournent vers l'innovation, est-ce qu'elles vont plus vite vers ce fameux objectif de décarbonation? Alors, c'est une condition nécessaire qui n'est pas suffisante, bien évidemment, parce que une feuille de route comme la décarbonation pour un groupe comme le nôtre, c'est à la fois beaucoup de transformations profondes, transformations humaines, transformations techniques et technologiques, qui vont fortement bouleverser nos métiers, bouleverser nos usines et bouleverser complètement nos usages et nos pratiques pour demain. Mais il est clair que d'avoir déjà initié une transformation comme aujourd'hui, d'être dans cette volonté d'être un des leaders de l'industrie sidérurgique 4.0, d'être une des vitrines de l'industrie 4.0, nous aide aussi à prendre ce bon chemin pour la décarbonation, puisque le temps passe très vite. Et pour ArcelorMittal, pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et de réduire de 35% à horizon 2030, eh bien, c'est dès maintenant que ça se passe. Et donc, dès aujourd'hui, grâce à tout ce que nous mettons en œuvre sur l'intelligence artificielle, d'autres outils, nous serons prêts et nous pourrons effectivement être au rendez-vous de nos enjeux qui sont majeurs, bien évidemment, pour nous. Alors justement, la table ronde, juste avant, c'était la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez, question subsidiaire, est-ce que vous pensez que justement ça peut être pour vous un des leviers sur cette question de la décarbonation pour répondre peut-être à certains enjeux? Alors, encore une fois, c'est une condition nécessaire qui n'est pas suffisante, ça l'est, parce qu'effectivement, nous générons énormément de données, donc c'est une valeur. On parle d'or noir dans toutes les entreprises, mais pour nous, il est très clair que c'est un enjeu majeur. Surtout que demain, nous allons avoir besoin d'encore plus de maîtriser ces données par rapport aux nouveaux procédés que nous allons mettre en œuvre. Et bien évidemment, il faut s'entraîner. Dès aujourd'hui, nous mettons en œuvre des modèles d'intelligence artificielle pour réduire et piloter davantage plus finement nos torchages, c'est-à-dire cette émission de gaz que nous mettons. Donc nous avons des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de prédire par avance de phase et donc de réguler chez un de nos partenaires qui est en l'occurrence Engie. Et donc nous sommes en avance de phase capables de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Et donc ce n'est que le début, parce qu'évidemment aujourd'hui dans ces temps où l'énergie est très importante, donc beaucoup de grands groupes ont fait cette mutation. Et donc le groupe ArcelorMittal y compris, donc on cherche de plus en plus à nous améliorer sur tous les axes et l'intelligence artificielle en est un des principaux.
Vous vouliez peut-être dire un mot, Sylvain? Oui, non, je pense que c'est au cœur de ce qu'on disait tout à l'heure sur la compétitivité. Nous, on est, nous, sur des sujets de masse production. C'est-à-dire que quand on produit des batteries, dans une batterie, il y a plusieurs parties. Nous, on va fabriquer, nous, les cellules et les modules qui constituent le pack batterie du véhicule. Et à terme, quand l'usine de Dunkerque sera à sa capacité totale, en mi-2027, c'est pratiquement 100 000 cellules par jour. Donc, sur un bâtiment qui va faire 700 mètres de long, vous imaginez bien que ne pas avoir d'intelligence artificielle qui permet et ce que l'on met en place dès le départ, D'anticiper. pour anticiper, faire aussi de la maintenance prédictive, mais aussi anticiper les dérives process, c'est hyper important parce que si vous n'avez pas ces fonctions-là, c'est ce qui fait la différenciation d'ailleurs avec les usines asiatiques qui ne sont pas forcément à ce niveau ou au niveau aussi important qu'on pourrait le On est croire. meilleur là-dessus? On est meilleur là-dessus. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Xavier Bourras. Oui, pareil, ça fait partie de nos process. Juste pour vous donner un exemple de tout récent, en utilisant les données de nos éoliennes, donc on en a quand même un peu partout dans le monde, enfin notamment en France, l'utilisation de toutes ces données nous a permis, alors avec un partenaire, d'arriver à calculer les manquements, je fais vraiment entre guillemets, ou plutôt les erreurs d'appréciation au départ de l'orientation des éoliennes, et en corrigeant certaines d'un demi-degré, on optimise. On a pu augmenter la productivité de beaucoup d'éoliennes de 7%. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. Alors, justement, il y a, et vous l'avez dit, il y a évidemment l'économie, il y a les enjeux business, il y a cette décarbonation qui est au centre, qui a un objectif, neutralité carbone 2050. Quid de cet enjeu business, justement, mon cher Jean-Philippe? Je m'attendais pas à cette question déjà. C'est vrai? Non, mais, elle est bien, non? Ouais, elle est pas mal. Mais je vais, juste avant de vous répondre, je vais revenir sur le sujet. Juste avant, ouais, en fait, l'intelligence artificielle, ça peut être un peu parfois un sujet tarte à la crème. On le met à toutes les sauces. Ouais. Le sujet, c'est surtout l'intelligence, en fait. C'est de mettre de l'intelligence dans nos usines. Humaines, mais pas que d'ailleurs, hein, soft, hard, et sur nos outils de production, mais aussi sur nos bâtiments. Et c'est là qu'on va aller chercher en fait des possibilités d'améliorer, de moderniser notre outil productif. Et le lien avec la décarbonation, il se fait assez logiquement, puisque une machine-outil plus performante, c'est une machine-outil qui consomme moins d'énergie, c'est une machine-outil qui a moins de rebut, moins de déchets, donc qui consomme moins de matières premières. Le digital sert aussi, enfin l'intelligence plus ou moins artificielle va vous aider à gérer l'efficacité énergétique de vos bâtiments. Donc le lien entre numérique et décarbonation, il est assez vite fait. Mais il est plus ou moins artificiel. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas forcément obligé. Et quand je dis ça, je pense notamment à tout le tissu de TPE, PME qui représente quand même autour, ouais. 90% de l'industrie française. 90% de l'industrie française, ce sont des TPE et des PME. Leur parler d'intelligence artificielle, aujourd'hui en tout cas, on est peut-être un peu loin de tout ça. Mais c'est très vrai pour le coup, c'est très vrai chez un Total Energy, c'est très vrai chez un ArcelorMittal, et c'est aussi très vrai dans les acteurs émergents, dans les startups scale-up industriels, enfin, en tout cas ce sont les néo-industriels, on va dire, qui sont nativement digitalisés. Maintenant sur le business, en fait, il y a un besoin, il y a une envie du client aussi, hein, parce que on le fait. Les attentes ont changé, ont évolué. Mais oui, en fait, on le fait pas pour se faire plaisir. Bah oui. On le fait aussi parce qu'il y a une demande. Parce que nous, on est alignés sur la trajectoire de décarbonation qu'on s'est collectivement fixée au niveau européen, mais aussi parce qu'il y a une demande du client. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt business, et je finis, il y a aussi un intérêt financier. Pourquoi? Parce que les investisseurs, les fonds d'investissement, les banques, quand elles vous prêtent de l'argent, elles regardent aussi quelle est votre feuille de route de décarbonation, plus largement RSE,
Mais en tout cas, ça fait partie des sujets qu'elle regarde fortement pour vous accompagner. C'est vrai que quand j'ai parlé d'enjeux business, j'ai pas forcément dit favorablement ou défavorablement. C'est-à-dire que c'est de se dire aussi que ça peut être une voie nouvelle vers une ouverture d'opportunités ou en tout cas de facilitation des business à venir. C'était plutôt dans ce sens-là que je l'entendais. Sylvain? Oui, enfin, nous, ça a même été un des éléments qui a concouru au choix que nous avons fait pour nous installer à Dunkerque. J'ai piloté, moi, j'ai eu le privilège de piloter ce sujet de choix de site. Donc, j'ai vu les 12 régions, donc je peux vous en parler. Et l'Italie et l'Espagne, on avait plus de 40. Un des éléments, il y a plein d'éléments qui ont concouru, mais un des éléments, c'est que comme Vercors a l'ambition de faire les batteries les plus bas carbone au monde, on a sur le terrain du port de Dunkerque, avec la communauté urbaine, à la fois accès à une énergie décarbonée grâce à l'énergie nucléaire, mais aussi à un projet qui était dans les cartons de ce territoire, un projet qui s'appelle l'autoroute de la chaleur, et qui a pour but de récupérer les chaleurs fatales des industriels déjà existants, et de mettre à disposition cette chaleur pour des industriels tels que nous, puisque nous pouvons utiliser une bonne partie de la vapeur pour une partie du process. Donc ça, c'est un élément déterminant. C'est de l'intelligence dont... Ça, c'est de l'intelligence qui est par le coup, qui n'est pas artificielle, qui est l'intelligence du territoire. David, sur ces opportunités nouvelles, ou en tout cas ce nouveau champ d'action, parce qu'on a, entre guillemets, cette contrainte qui nous est de toute façon nécessaire de cette question de la décarbonation, mais comment ça, on s'adapte et on le transforme quelque part? Eh bien, c'est une compréhension aussi que nous avons aussi un rôle, comme le disait Jean-Philippe, il est important d'entraîner tout notre écosystème. Pour nous avons énormément de PME, TPE aussi, qui sont au quotidien à nos côtés, qui sont des acteurs clés de notre réussite, de notre transformation. Et il est primordial pour nous de les accompagner dans cette transformation. Donc c'est pour ça que, comme le disait tout à l'heure très bien Sylvain, on a la vocation aussi à jouer ce rôle derrière, d'aider à comprendre un peu les enjeux de l'IA derrière. Donc, puisque nous l'utilisons au quotidien et nous allons continuer à l'utiliser, il est important de comprendre que nos TPE et PME qui travaillent au quotidien à nos côtés doivent s'approprier ces sujets, doivent les comprendre, doivent les appréhender. Et pour ceci, il faut être formé, acculturé, accompagné. Et donc, d'où le sens de notre académie que nous allons mettre en œuvre, qui s'appelle Défi4, qui est une association qui a pour vraiment vocation à accompagner la transformation des territoires avec l'ASECO, la CCI, de manière à justement être au rendez-vous. Elle sera multiterritoriale, donc elle permettra aussi de transférer les bonnes pratiques interrégionales et aussi de pouvoir justement faire en sorte de faire émerger, parce qu'on parle beaucoup effectivement, et ça permet de rapprocher PME, TPE, start-up, grandes structures et grands groupes. Et donc il est important tous de jouer ce rôle dans la décarbonation. On a la chance, effectivement, de pouvoir mettre en pratique, puisque nous allons inaugurer une ligne à destination qui va, en complément des batteries, il faut aussi effectivement avoir des moteurs. Donc sur le site de Mardic, nous allons mettre en œuvre un investissement de plus de 300 millions d'euros, avec une usine qui va démarrer dès 2024, courant de l'été, et qui va pour vocation de mettre à disposition de l'acier à destination des rotors de ces moteurs des véhicules électriques. Et donc pour ce faire, cette usine, elle sera décarbonée by design, puisque nous allons utiliser tout ce que nous savons faire aujourd'hui à ce stade. Elle sera équipée des technologies de réseau 5G by design, donc plutôt neutre carbone, et elle accompagnera véritablement toutes les technologies nouvelles du digital pour justement offrir une solution qui est cohérente, puisque accompagner des véhicules qui ont pour vocation à décarboner l'économie française, ça serait dommage que notre usine ne soit pas exemplaire, donc elle le sera by design. Xavier, justement sur cette question de la décarbonation et les opportunités, les adaptations chez Total Energy, les enjeux économiques. Comme je disais tout à l'heure, l'enjeu pour nous, il est crucial, c'est un enjeu de pérennité. Donc on va travailler... Vous y avez déjà, entre guillemets, répondu aussi par la transformation aussi Total, qui est devenue Total Energy, c'est devenu vraiment le cœur du sujet. Voilà, alors on a vraiment deux choses. Aujourd'hui, nous vivons avec le système énergétique A. Il y a 80% carboné dans le monde. Il y a 20 ans, il était à 81% carboné. Et nous préparons, enfin pas que nous, mais nous devons préparer le système énergétique B. Donc là, on est vraiment dans cette période de transition. Donc on doit décarboner notre ancien modèle au maximum. Donc nous avons pris l'engagement, et nous sommes même en avance, de décarboner nos activités
fossiles, aujourd'hui de 40% d'ici 2030, donc en optimisant nos process, donc en utilisant un peu tout ce dont on a parlé, en s'aidant de partenaires. J'entendais à la table ronde précédente parler de fuite de gaz sur des raffineries. Donc sur nos champs d'exploration de gaz, par exemple, il y a malheureusement des fuites de méthane, et donc nous avons pris l'engagement d'arriver à 0 émission de méthane maintenant. Et donc pour ça, nous utilisons des drones. Donc nous avons développé avec une start-up qui arrive à détecter ces fameuses fuites de gaz. Donc aujourd'hui, la décarbonation de l'ancien monde, c'est une réalité. C'est en cours et ça marche très très bien. Et préparer le nouveau système énergétique qui sera électrique en majorité, électricité décarbonée. Et là, j'ai envie de dire, il est par nature en pleine décarbonation. Ben oui, parce que c'est aussi pour vous aussi quelque part un peu existentiel. C'est-à-dire que on va vers cette décarbonation. Je crois qu'on se l'était dit au téléphone quand on a préparé cet entretien, de se dire aussi, ça peut paraître antinomique de se dire, tiens, on a ArcelorMittal et Total Energy pour parler de décarbonation, mais c'est justement vous qui êtes les premiers intéressés sur ce sujet, qui par effet de ruissellement vont permettre aussi à tous vos partenaires, vous y avez déjà un peu répondu mon cher David, de mettre en action au niveau territorial déjà, avec les plus petites entreprises qui vous entourent. Et je crois que vous voulez tous réagir là-dessus. Mon cher Jean-Philippe. Je voulais confirmer ce que vous disiez, ce que disait David. En fait, c'est que les grandes entreprises ont vraiment un rôle de traction central de toute leur filière, en fait. Et quand je dis toute leur filière, c'est ces fameuses TPE, PME et ETI, j'ajoute les ETI. 90%. Exactement, qui sont aussi les fournisseurs, les sous-traitants des grandes entreprises. Donc en fait, il y a une logique de filière à avoir, et ArcelorMittal l'a très bien compris avec le lab qu'ils ont implanté. Et donc oui, je confirme, les grandes entreprises ont un rôle de traction. Vous voulez réagir, Xavier ou David, sur ce sujet? On se le disait en préparant ça. Donner un petit exemple, on a lancé à la station F, alors à Paris, désolé, pas à Lille, notre propre accélérateur de PME dans les domaines de l'électricité. Donc ça fait un peu plus d'1 an que ça dure. On a aujourd'hui 19 accélérés, donc qui à la fin décident de travailler avec nous ou pas. On l'a annoncé la semaine dernière, on a racheté une de ces sociétés qui s'appelle Time2Plug. Et on travaille aujourd'hui avec un nouvel accéléré, je vous le cite juste, qui s'appelle Gridio, alors je suis toujours dans le véhicule électrique, donc qui permet aux propriétaires de véhicules électriques de pouvoir charger son véhicule aux heures creuses ou extra creuses. Sauf que le propriétaire, il n'a pas forcément envie de se lever à 3 heures du matin pour brancher son véhicule. Donc avec Gridio, on a développé une app, un système qui permet, en entrant les datas du contrat d'électricité que l'on a, quelles sont les heures creuses, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, le véhicule va se charger automatiquement à cette heure-là. Donc ça permet, alors on délivre le même nombre de kilowattheures, la même énergie, mais ça va permettre aux clients de payer beaucoup moins cher, et ça va permettre au réseau électrique d'être le plus détendu, notamment les hivers où on risque d'être un peu tendu. Sylvain, vous voulez réagir sur cette question justement de cet effet de ruissellement qu'il peut y avoir, qui est positif pour les entreprises et tous vos partenaires qui gravitent autour de vous sur ce défi de la décarbonation? Oui, en fait, déjà au niveau de l'ancrage du territoire, parce que nous sommes arrivés il n'y a pas très longtemps à Dunkerque. Comme je disais, on a créé cette société il y a 3 ans, on est déjà licorne, mais on n'a encore rien fait, parce que le challenge, c'est d'être rendez-vous mi-2025, de commencer à livrer commercialement les cellules à Renault, qui est le premier partenaire stratégique. Mais cette intégration dans le territoire sur ces utilisations nous ont permis effectivement de discuter avec ArcelorMittal notamment, de partager un certain nombre de synergies, et notamment aussi, il y a un angle qui est quand même très très important, même fondamental pour nous, c'est les femmes et les hommes qui vont travailler dans nos usines. Et là, il faut à la fois les former, parce que nous, c'est une filière qui est inconnue en Europe et en France. On ne fabrique pas de batteries aujourd'hui. Nous, on est 400 déjà à Grenoble, avec 40 nationalités différentes, puisqu'on a embauché les meilleurs du monde qui savent déjà faire des batteries, donc des gens qui viennent du Japon, de Corée, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande et d'ailleurs, mais de Malaisie. Par contre, les employés, les opérateurs, les techniciens, les ingénieurs qui vont travailler dans l'usine de Vercors à Bourbourg, il va falloir les former à ces métiers, et les former aussi au digital. Et là, pour le coup, il y a de vraies synergies
entre des industries qui ne sont pas forcément les mêmes, mais sur le digital, il y a des choses à faire en commun pour former, développer des plateformes de formation pour ces différents types de personnel. Alors, on va peut-être prendre juste une question, parce qu'on est un petit peu à la bourre sur notre table ronde. Est-ce que vous avez une question dans le public? Si on n'a pas, oui, on a une là-bas. Je vais y aller. Bonjour, je suis Suleiman Gajin, fondateur de la start-up Hendo. Ma question concerne en fait l'approche de cette décarbonation à la fois sur votre chaîne de valeur et peut-être pour vos branches et filiales. Est-ce que le degré d'intérêt est le même? Comment est-ce que vous vous positionnez? David, oui, allez-y. Vous vous adressez, enfin, c'est pour l'ensemble des partenaires? C'est pour qui? Oui. Oui. De manière globale au niveau de France Industrie, mais spécifiquement au niveau des grands groupes comme les vôtres, Arcelor et Total. Alors, j'ai pas juste entendu la fin de votre question, donc juste pour être sûr d'avoir compris, parce que... Décarboner, c'est aussi tenir compte en fait Oui. de ce qu'on a comme intrant pour Oui. pouvoir produire ce qu'on produit. Et du coup, il y a une responsabilité qui va au-delà en fait du territoire dans lequel on est implanté et qui tient compte d'où on se fournit et peut-être où on est implanté ailleurs. Donc du coup, dans les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui, est-ce qu'il est central que la décarbonation se fasse à la fois sur le territoire, mais aussi plus globalement là où on se trouve? Alors, effectivement, donc c'est une très bonne remarque. Vous voyez, le CO2 n'a pas de frontières, hein, donc il sera effectivement, et donc il est important ça n'aurait aucun sens de réussir des transformations. Donc pour le groupe ArcelorMittal, le plan de décarbonisation qui est très ambitieux en France va être aussi déployé, ne serait-ce qu'en Belgique ou dans d'autres pays en Europe ou au niveau mondial. Donc l'avantage, c'est qu'en tout cas sur le digital, nous sommes en avance, nous sommes un peu pilotes au niveau du groupe. Donc les solutions qui seront made in France, on va dire, sont déjà et vont être de plus en plus déployées dans les autres entités, qu'elles soient Nord-Amérique, de différents continents. Donc c'est la chance d'avoir une vraie stratégie mondiale derrière aussi, mais de pouvoir y aller depuis des années, d'avoir construit des pilotes et de pouvoir réussir une transformation globale à l'échelle mondiale, et en étant aussi fier de pouvoir apporter des solutions, de l'innovation depuis la France en destination du monde. Sylvain? Oui, non, mais quand je disais que Verkor avait cette ambition de fabriquer les batteries les plus bas carbone au monde, il ne s'agit pas seulement de l'usine de Bourbourg ou l'usine de Dunkerque. C'est sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. Ce qui fait d'ailleurs que certains partenaires, et notamment tout ce qui est raffinerie de matériaux qui sont encore des compétences qui sont en Asie, sont en train de prendre des décisions pour venir s'implanter au plus proche de Verkor. Alors il y en a un dont on peut parler parce qu'il l'a annoncé, XTC Orano, qui a choisi Dunkerque. Et donc il y a un écosystème qui est en train de se développer comme ça en Hauts-de-France, notamment parce qu'on veut, sur toute la chaîne de la valeur, avoir une garantie sur ces aspects à la fois d'empreinte carbone, mais aussi d'éthique sur la façon dont les matériaux sont extraits. Pardon, allez-y. Des objectifs du MACSF, de la taxe frontière carbone. Oui. De la taxe carbone aux frontières, oui, absolument. Encore qu'on a quelques légers doutes sur la mise en place du MACF, puisque le mécanisme n'est pas encore tout à fait défini. Mais... C'est pas huilé. Oui, vous vouliez réagir peut-être sur ce... oui, juste répondre très rapidement. Très en fait, la rapidement. réponse, elle est dans la réindustrialisation, en fait, parce Ah oui. qu'en réindustrialisant, on va rapprocher un certain nombre d'approvisionnements de nos besoins. Des points de Et production. donc, on va réduire le transport. Ceux qui étaient en Asie et ailleurs, on va les rapprocher de chez nous, réduire le transport. Et c'est aussi ça, la facture énergétique, on va la réduire comme ça. Presque une opportunité, une opportunité pour la région finalement, Complètement, dans cet objectif de décarbonation, de créer de nouveaux modèles et de nouvelles opportunités aussi. Et si vous me permettez un dernier mot, on voit pas mal d'offres de solutions qui présentent aujourd'hui leurs solutions justement. Il n'y a pas longtemps, il y avait le salon du Made in France. L'État français a mis quand même pas mal d'argent sur la table via France 2030. Essayons autant que faire se peut d'acheter français, surtout quand l'argent nous vient de l'État. Voilà. Le message est passé, achetons français. Merci beaucoup, je vous propose de les applaudir s'il vous plaît. David Giger, Xavier Bourras, Jean-Philippe Thierry et Sylvain Pénaud. Merci messieurs.